La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, les samedis à 11h et dimanche à 13h, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que je vais consacrer aujourd'hui à pigeons, pigeonniers et animaux de basse-cour. Pour les textes, nous avons emprunté aux auteurs suivants: Charles Sylvestre, Au soleil des saisons, Le voyage rustique, Pleine terre et Animaux familiers et farouches; Rachel Fourlon, Des mots en campagne; Louis Peignot, Bergère, éternelle bergère; Paul Lavergne, Le zodiaque et la ville et Printemps; et Albert Gourceau, La société rurale en Limousin et Basse-Marche. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche. Après avoir longuement becqueté sa femelle, le pigeon, très amoureux, plumage gonflé et marchant sur le bout des pattes, fait la roue autour de la belle. Trosso, tous cotillou, trosso, tous cotillou, trosso, tous cotillou. Il en a la gorge pleine. Passer la nuit entière bien caché dans la volière parmi les pintades et les pigeons ramiers. C'est fou ce qu'on apprend de choses beaucoup plus qu'on ne suppose quand on passe la nuit dans un poulailler. Saviez-vous que les pigeons tout en faisant se font des faux-fous? Ce petit texte de Paul Lavergne présentant le pigeon est extrait de son recueil Récits de l'ancien temps. Nous allons rester chez Paul Lavergne avec cette fois un extrait de son roman Printemps. Nous sommes au fin fond de la campagne bamarchoise, à Gajoubert, et l'on apprend que la tante de Narbonne va arriver. Mais que lui servir à manger? Bien sûr, on va choisir un mets de roi, et ce mets de roi, c'est un pigeon, ou plutôt des pigeonneaux. Elle songea aux pigeons. Oui, c'est ça, des pigeons. Attrape les pigeonneaux, Ferdinand. Le père assujettit l'échelle contre le mur de l'écurie, plongea sa main au fond d'une des caisses qui servaient de pigeonnier, ramena un couple qui poussait de doux piaillements d'effroi. Ils n'avaient point encore volé. Leur corps dodu n'essayait pas de se garer des mains humaines. Seul leur bec manifestait la crainte. Pendant que la mère les étouffait, un à chaque poing, entre le pouce et l'index, Rosalie s'était enfuie. « Hé, Rosalie, plume les pigeons !» Ils étaient chauds. Rosalie commença par baiser avec tendresse leur fine tête bleue et flatta le plumage gris d'acier avant d'arracher les plumes du bout des doigts comme on effeuille une marguerite. La femelle, dont son plumage bleu passé avec ses formes fines, avait quelque chose de plus touchant que le mâle. Son col flexible pendait. Le mâle semblait s'essayer à la parade. Si ce n'est pas triste de tuer des bêtes comme ça, les pauvres petites pattes étaient crispées par les dernières souffrances. Ah, ce travail qu'on me fait faire. Elle ne peut pas manger autre chose, la tante? Le pigeon inclinait son col dans la main de Rosalie, avec des effets de gorge qui semblaient vivants. Mais les paupières demeuraient closes. « Que je me dépêche, » disait Rosalie. « Que cette horreur soit finie. C'est épouvantable de tuer des oiseaux. » Les pigeons plumés, avec leurs ailes trop grandes, leurs petits corps douillets, avaient l'air de monstres, pareils à ces bêtes d'avant le déluge que l'on aperçoit en feuilletant le dictionnaire. « C'est ça, mes beaux pigeons ?» dit Rosalie, stupéfaite. « La tante aura du courage de manger ça, oui, vraiment. Il faut que ce soit une femme extraordinaire. Moi, je ne voudrais jamais y toucher. » Elle éprouvait une déception. Voilà ce qu'ils étaient sous leurs plumes.
des horreurs. Je suis comme un pigeon, de l'autre bout du monde à ma maison je reviens. Du voyageur ailé, du messager, j'ai l'instinct. Aller de ville en ville reste toujours mon destin. Mais je ne peux pas vivre loin des Tous les miens. week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. Depuis l'Antiquité, le pigeon constitue un mets de choix. Ce sera également le cas en France au Moyen-Âge, à une époque où la viande fraîche manquait et se conservait dans le sel. La chair fraîche et les œufs de pigeon étaient appréciés sur toutes les tables, particulièrement les tables de la noblesse. Le pigeon constituait un complément à la viande de salaison et les œufs étaient servis en omelette. En effet, la viande de pigeon parvient à allier harmonieusement qualité gustative et nutritionnelle. Que ce soit un pigeon sauvage ou bien d'élevage, adulte ou jeune, l'animal présente dans tous les cas une viande maigre, avec une chair très fine et pauvre en graisse. Seul un peu de gras se concentre sur la peau et autour du croupion. C'est pourquoi il convient tout à fait à un régime hypocalorique, à l'inverse d'autres viandes rouges beaucoup plus riches. Mais le principal atout du pigeon réside surtout dans son importante teneur en fer. C'est d'ailleurs une viande conseillée pour les personnes souffrant d'anémie, à savoir un manque de fer dans l'organisme. Ajoutons que le pigeon est aussi assez simple et agréable à cuisiner. Sa chair moelleuse, en particulier celle du pigeonneau, ne nécessite pas une cuisson très longue. Signalons encore que de nombreuses recettes mettent le pigeon en valeur. Plats en sauce, pigeon rôti à la broche, pigeon farci aux pruneaux ou aux champignons, pigeon au vin rouge, pigeon à l'ail ou en tourte. Il se décline au gré des envies, des saisons et des créativités culinaires. Les pigeons sont certes essentiellement élevés pour leur chair, mais encore comme pigeons voyageurs, mais aussi pour l'engrais sec d'excellente qualité, la colombine que les pigeons fournissaient. Assis sur le bord de la fontaine, je fais de la musique pour les pigeons qui jouent à picorer les graines que leur jette un petit enfant blond, le nez en l'air, les yeux dans le ciel, le cœur tout à cette tourterelle. Il vit de son sac de millet dans les roucoulements satisfaits. Toi l'enfant blond, roi des pigeons, je voudrais que tu viennes dans ma chanson pour que t'y mettes ta gentillesse. Tu sais le monde en a besoin. Regarde autour de nous, ça va pas bien. Les gens font peur à nos ramiers et les dérangent sans s'excuser. Pour élever les pigeons, il faut des pigeonniers ou colombiers. Écoutons d'abord Charles Sylvestre dans Pleine Terre. Au bord d'un pacage où s'ébattent les jeunes gorets et les dindons, se dresse un pigeonnier en forme de tour. Il est percé de meurtrières. De là, partaient des pigeons comme des flèches. On raconte qu'à son apogée, un peuple d'oiseaux l'habitait. La nuit venue, un murmure d'ailes vivantes s'en élevait, pareil au souffle du vent dans les peupliers. Et Charles Sylvestre d'ajouter, pendant les guerres de l'Empire, une terrible fouine imprenable y exerça tant de ravages que l'on dut le laisser à jamais vide par superstition ou par crainte. La girouette du toit est penchée en signe de deuil. Ceux qui ont d'assez bons yeux voient voleter tout autour l'ombre des colombes égorgées. Il semble que la construction des colombiers, que l'on appellera pigeonniers à compter de la fin du XVIIIe siècle, date de l'occupation romaine. L'intérieur du colombier, espace destiné aux pigeons, est divisé en nichoirs appelés boulins. Chaque boulin est le logement d'un couple de pigeons. Ils peuvent être en pierre, en brique, en torchis, en poterie. C'est le nombre de boulins qui indique la capacité du pigeonnier et qui atteste ainsi de la richesse du propriétaire. Notons que certains propriétaires ajoutaient de faux boulins pour faire croire qu'ils étaient très riches afin de mieux marier leurs enfants,
d'où l'origine possible de l'expression « se faire pigeonner ». Au Moyen-Âge, la possession d'un colombier était très réglementée. Un petit propriétaire d'au moins 3 hectares pouvait posséder une volière intégrée à une étable, à une grange ou à un hangar, mais dont la capacité ne devait pas dépasser 120 boulins. Par contre, la possession d'un colombier à pied, donc une construction séparée du corps de logis, ayant d'ailleurs des boulins de haut en bas, était un privilège du seigneur aux justiciers. Notons d'ailleurs que les ordres ecclésiastiques n'ont cessé, dans l'histoire, de combattre la noblesse pour essayer d'obtenir le droit d'avoir des colombiers. Il convient de préciser également que le colombier, le pigeonnier, servait certes d'habitat aux couples de pigeons, mais aussi de prison pendant la saison des semis. Je m'explique. Les pigeons étaient vus comme une catastrophe par les cultivateurs, en particulier au moment des semailles. Il était donc nécessaire d'enfermer les pigeons dans le colombier lors des semis agricoles, en obstruant les ouvertures du colombier. C'est le 4 août 1789, lors de la fameuse nuit d'abolition des privilèges, que ce privilège réservé à la noblesse, ce privilège de posséder un colombier à pied, sera aboli. Et dès lors, bien des paysans se mirent à construire, à aménager des pigeonniers. On trouve donc toutes les formes possibles de pigeonniers, des pigeonniers porches, des pigeonniers mûrs, des pigeonniers en forme de tour carrée, mais la forme la plus habituelle, c'est celle d'une tour cylindrique, coiffée d'un toit conique et possédant un lanterneau d'où les pigeons prenaient leur envol. Voici ce qu'écrit à ce propos Louis Peignot dans Bergère, éternelle bergère. À l'écart des granges, sur un monticule rocheux, une bâtisse ronde s'isolait. Sous son toit, en poivrière, aux tuiles brunes verdies, de larges plaques de mousse, de petites ouvertures carrées disposées à intervalles réguliers trouaient le mur tout autour. Au même niveau, 4 pierres de granit brutes faisaient saillie en encorbellement. Une seule porte se découpait dans le pied de la tour. C'était l'ancien pigeonnier des seigneurs de Douai. Abandonné depuis la Révolution, il servait à présent de poulailler au domaine. Les poules de Julie prirent la place des pigeons, des innombrables pigeons dont elle se souvenait toujours. Petites et grandes histoires de la basse marche. Les pigeonniers que, pour ma part, j'ai pu observer dans notre basse marche sont parfois carrés, comme au couvent des Carmes à Mortemart. Parfois encore, ce sont des pigeonniers porches, comme à Magnac-Laval, route de Dinsac, mais encore à Mortemart, à la cour de Dompierre-les-Églises, au Vigneaud d'Oradour-Saint-Genès. Mais ce sont surtout des pigeonniers circulaires, comme à Bellac, à la couture Renon de Blon, à Mortemart, route de Montreuil-Sénart, à Lavaux de Bussière-Boffy, à la Rivaillerie d'Oradour-Saint-Genès, à Jauja de Pérat-de-Bellac, notons d'ailleurs que ce pigeonnier-là n'existe plus, à Frodègue de Saint-Barban, à Bagnac de Saint-Bonnet-de-Bellac, à Saint-Martin-le-Maux ou à Saint-Prié-le-Betou, etc., etc. Les pigeons sont de beaux oiseaux, mais ils sont parfois détestés. Écoutons ce poème de la poétesse de Bellac, Rachel Fourlon. Les ramiers ont pillé nos guignes, et puis ils se sont oubliés sur le pavé tout frais lavé. Quel glouton et quel malappris! Sous prétexte d'écologie, ces ramiers se croient tout permis. Ce sont de gros oiseaux indignes et des hôtes indésirables. Pour qui nichent dans le vieil érable qu'ils ont investi au printemps, ils en ont chassé les fauvettes dont j'aimais le babil plaisant.
Mon voisin, un ver convaincu, les trouve en tout point remarquables. Ils ne lui ont pas chié dessus, pas plus qu'ils n'ont pillé ses guignes. Quand il va pour me soutenir qu'une fiente est un hommage insigne, moi je me retiens de lui dire qu'une bonne volée de petits plombs à l'adresse de ces larrons, de ces pillards invétérés, me semblerait appropriée. Je crois que tous les pensionnaires du vieil érable débonnaire, et sans oublier les fauvettes, applaudiraient à la défaite des ramiers, ces tristes chieurs, méchants voisins, piètres chanteurs, et qui firent, en un rien de temps, un enfer d'un asile charmant. Poule mes poules, poule mes poules. 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 C'est la poule blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle avec ses dentelles. C'est la poule blanche, la poule du dimanche, qui croit qu'elle est la plus belle avec ses dentelles. Petites et grandes histoires de la basse marche. Nous allons laisser là les pigeons et les pigeonniers, nous allons laisser l'histoire des pigeons voyageurs qui pourrait occuper une émission entière. Nous allons nous intéresser maintenant à la basse-cour et aux animaux de basse-cour. La basse-cour, c'est la cour de l'enceinte basse d'un château fort. Elle s'opposait à la haute cour et elle était en fait une cour de dégagement où se trouvaient les écuries et les dépendances. C'est dans cette basse-cour que se réfugiaient les paysans des hameaux voisins en cas d'attaque et souvent, ils s'y réfugiaient avec certains de leurs animaux, poules, canards ou cochons. Par extension, la basse-cour est devenue le lieu où l'on élève la volaille. Albert Gourceau nous explique ce que sont en Limousin et Basse-Marche ces animaux de basse-cour. La poule est maintenant le pouleau, mais autrefois on disait, comme en français, gélino. Le coq est le jrat, signalons que Jalard sait féconder la poule. L'œuf est un yot ou un nœud, et couvé, écoire ou quoi. Le poulailler était situé très souvent au-dessus du toit à cochon. Avant de mettre à couver, il fallait avoir soin de placer toujours au fond de la corbeille servant de pondoir 2 morceaux de fer en croix. Cela protégeait la couvée du tonnerre. On élevait encore des canards, des oies, des jarres, des dindons, des dindes, des pintades. Et Albert Gourceau de nous expliquer, quand les poules faisaient un tout petit œuf, on disait c'est un œuf de coq. Et il fallait éviter de le casser car il contenait un serpent. C'est ce que l'on disait. Et c'était une allusion probable aux œufs de couleuvre que l'on découvrait parfois dans le fumier. Une poule sur un mur qui picotait du pain dur, appelait ton cocoton, son coq absent pour l'instant. On était au mois de mai, et déjà l'air enflammé, et moustillé jusqu'aux os, les chats, les chiens, les oiseaux. Quelques chants de basse-cour, referme d'amour. Petites et grandes histoires de la basse marche. Avec Charles Sylvestre, nous allons nous intéresser à ces animaux de basse-cour, et d'abord avec un extrait de Pleine Terre à la poule. Ce soir, la vieille Fanchette présente une pâtée de son et d'herbes hachées à la poule noire qui couve 13 œufs choisis à la bonne lune. Dans la cabane, la poule est ramassée sur une corbeille qu'elle recouvre, toute gonflée, le cou rentré, le bec rabattu. Elle est singulièrement immobile. Seule, clignent ses yeux attentifs. Depuis 15 jours et 15 nuits, moite et fixe, engloutie dans les profondeurs de l'instinct, elle est en arrêt. Dure patience, à figure d'oiseau. Il semble qu'elle écoute sans cesse, qu'une abeille butine près d'elle les fleurs du basilic, blanches comme des coquilles d'œufs émiettées. Elle se hérisse, et qu'un chat s'avance en rampant dans l'ombre des sureaux voisins. Elle pousse un cri rauque, son bec se relève, prête à frapper. « Allons, descends, ma petite, » dit Fanchette. « Viens te rafraîchir le gésier. » Elle appelle d'une voix flûtée « Petite, petite, petite », tandis qu'elle offre, dans une assiette ébréchée, le hachis, où elle ajoute un peu de blé noir. « Vas-tu descendre? Tu as la crête jaune comme une gaufre. » Elle place l'assiette près du nid,
et elle se met à glousser aussi bien qu'une vraie poule. Elle allonge son cou maigre et ridé, sa face aux yeux clignotants, son nez pointu qui lui donne une apparence de vieux volatile. Alors, la poule se dresse, glousse à son tour, pose adroitement ses pattes de peur de casser les œufs, elle descend de la corbeille, elle s'ébroue, bat les ailes et paraît vaciller d'ivresse. Tout à coup, elle pioche dans la pâtée, ses coups de bec frappent l'assiette comme la grêle, elle happe jusqu'à la dernière miette. « Ça va te donner du courage, » dit Fanchette. « Tu as pauvre mine. » La poule va boire dans une jatte, elle dresse le cou, le soleil qui traverse le feuillage d'un sureau éclaire son gosier réjoui, elle saute, essaie d'attraper un insecte qui flambe dans un rayon, elle se met à marcher avec lenteur. À chaque pas, elle glousse. Clac, clac, clac. Elle revient vers ses œufs qu'elle semble peser du regard, lève une patte très prudente et la pose au rebord de la corbeille, lève l'autre et l'appuie, non moins prudente. Elle s'accroupit, applique ses ailes qui s'élargissent, groupe ses œufs par mouvements réguliers et doux, jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans son plumage. De nouveau, le bec se rabat, l'œil pointe, elle attend et elle écoute. Elle s'abîme dans son instinct. Fanchette est contente. « Voilà une bonne poule, » me dit-elle. « L'an dernier, il y en a une qui m'a bien fait enrager. Elle voulait couver. J'avais beau lui tremper le croupion dans l'eau froide, rien n'y faisait. Tu veux couver ? Eh ben couve ! Fallait pacifier. Elle était trop jeune. Au bout de 8 jours, elle a tout laissé en plan. J'ai perdu une douzaine d'œufs. Ça m'a fait faute. Je vends des poulets et quelques lapins. Ça m'aide à vivre. » À des mètres à la ronde, ça sent la volaille, celle de plus grande qualité. Tout de même, faites attention, 3 ou 4 grands baraquets, flairant la canaille, vous attendent à l'entrée procédant à la sélection. Toujours avec Charles Sylvestre, mais cette fois dans Animaux familiers et farouches, nous allons nous intéresser au coq. Les travailleurs de la terre ont toujours écouté l'avertissement du coq. Il sent monter l'aurore à son cœur avant qu'elle apparaisse au bord des collines. Ce n'est pas en vain qu'il porte une crête rouge, une parcelle de braise. Il s'avance sur ses jambes hauts-guêtrées, éperonnées, le noble rabat dansant à chaque mouvement saccadé, la tête fine, au bec vigoureux et bref. Il porte allègrement un corps assez épais, aux ailes bien arrondies, étroitement appliquées. Il va, le jabot flambant, le camail ébouriffé, dans un orgueil de chair et de muscles, toujours vif, rebondissant, armé de colère. Il a faucille de plumes et serpes changeantes pour couper du soleil autour de lui. Il s'élance et remue le terreau à pleines griffes, afin d'offrir à ses poules un vermisseau comme une perle qui prend un inestimable prix à la pointe de son bec. Il jette son cri qui le courbe comme un possédé, il reprend sa marche, délivré jusqu'au prochain appel qui le tendra de la crête aux ongles. J'ai un coq dans le poulailler qui passe son temps à poulailler. J'ai un coq dans le poulailler qui passe son temps à poulailler. Cours après l'une, cours après l'autre, toute la journée illégalement. Voilà mes poules épouvantées, à plat ventre dans le poulailler. Voilà mes poules épouvantées, à plat ventre dans le poulailler. Petites et grandes histoires de la basse marche. Toujours avec Charles Sylvestre, nous nous intéressons maintenant à l'oie domestique. Les éleveurs divisent les oies domestiques en 2 races, la petite et la grosse race. L'oie ordinaire ne pèse jamais plus de 8 à 10 livres. On la voit un peu partout dans nos campagnes, elle n'exige aucun soin, aucune dépense. De plus en plus, on la remplace par la grosse espèce, assez variée, dont la plus recherchée est l'oie de Toulouse.
L'oie de Toulouse est magnifique, bien fourrée de plumes et de duvet, les ailes et les flancs d'un gris vif, les jambes couleur de feu. Elle est énorme et peut atteindre le poids de 24 livres. À l'âge adulte, elle apparaît comme un sac ambulant de graisse et de viande emplumée que dirige une tête massive qui porte rabat. Elle est d'un naturel très paisible et nonchalant. Elle se meut avec lenteur, comme lasse de trimballer son fardeau à jamais calé entre ses pattes et dont la pesanteur s'accroît sans cesse jusqu'à l'immolation finale. La femelle est un peu moins volumineuse, elle pond chaque année dès le printemps une 60aine d'œufs. L'oie peut vivre plus de 50 ans. Elle est féconde 4 ou 5 ans seulement. Il est facile de prévoir l'heure de la ponte. Une semaine avant, on la voit passer dans la cour en tenant au bec des pailles, des brindilles qui lui font une étrange moustache. Elle va les porter dans un coin de sa cabane. Il est utile de l'aider en amassant un frais monceau de paille brisée où elle viendra pondre avec plaisir. On lui prendra ses œufs en ayant soin de lui en laisser 2 ou 3, de peur qu'elle ne s'aperçoive du vol et ne cherche une autre cachette. Si j'étais bon paysan, j'y aurais pensé que le soir, soleil couchant, il faut fermer son pré. Car le matin, en me levant, en buvant mon café, il n'y avait plus rien dans mon champ, les oies s'étaient barrées. Mon meilleur ami Toiné, me voyant dans le pétrin, me dit que pour les ramener, il faut chanter ce refrain. Petites et grandes histoires de la basse marche. Nous allons terminer toujours avec Charles Sylvestre, mais avec une curieuse volaille, la pintade. La pintade est l'étrangère de nos basses-cours. Sa tête casquée, minuscule, au bec recourbé, au barbillon pourpre, lui donne une apparence hiératique. Son plumage tigré, sa jupe traînante, éveille une somptuosité de falbala et de baroque africain. On ne saurait bien la dépeindre. Fantasque, sans cesse en transe, difficile à saisir, elle s'agite rudement une fois prise. Sa sauvagerie paraît invincible. Elle méprise le poulailler. On dirait une farouche princesse en robe de bal que le malheur a forcé de vivre avec des paysans. Son cri lancinant et morose propage on ne sait quel regret. Elle vagabonde loin de l'enclos où se pavanent les coqs. Elle s'ingénie à fuir les mains et les regards de ses nourriciers. Elle marche avec une sorte d'impatience et presque toujours sur la pointe de ses pattes fines en s'appuyant un peu du bout des ailes. Elle peut courir aussi vite qu'une perdrix et voler assez longtemps. S'il pleut, elle se réfugie à l'abri de quelques charrettes sous un auvent, la plume basse, le bec rabattu, en s'ébrouant de temps à autre. L'absence de soleil l'attriste et l'immobilise. La femelle pond de mars à juillet, ses petits œufs à coquille épaisse, pointillés de brun. Elle va les cacher dans les fourrés et les buissons. Il faut de bons yeux pour les découvrir. Si la pintade va pondre où il lui plaît, elle n'est pas bonne couveuse. Les ménagères prudentes font couver ses œufs par des poules respectables dont la sagesse est reconnue. La pintade est le régal des gourmets. On ne la saigne pas, on l'étouffe. Ou bien le chasseur de la maison la fusille. On doit la laisser se faire quelques jours. Qu'il est difficile de la détester lorsqu'elle apparaît fumante et dorée, cuite à point, sur la table de famille au grand jour de fête. Olé, oh, une poule qui pond tous les matins. Olé, oh, une poule qui pond tous les matins. Elle a tu fait sa ponte dans la cour à matin. Tu n'entends pas mon langue, tu n'entends pas mon latin. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée à pigeons, pigeonniers et animaux de basse-cour. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Paul Lavergne, de Louis Peignot, de Rachel Fourlon et d'Albert Gourceau. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux chanteurs Lucie Dolène, Gilles France, Hervé Christiani, Henri Dess, Marilique Bilobeau, au compositeur Clément Jeannequin et Jacques Offenbach, au groupe Maluzerne, Gaston Nollet, les Humeurs Cérébrales et Guy Pierron que nous écoutons en ce moment. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol.
Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche que je consacrerai à Tuilier et Briquetier, hier en Basse-Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. Ainsi que Monsieur Curé qui est venu saucer le sien. Trouve la sauce Simone qu'il s'y trampoline. Tu n'entends pas mon langue.